Bonjour à tous, je vais vous présenter le chapitre 13 sur le principe d'inertie et la seconde loi de Newton. Alors ce chapitre 13 s'inscrit dans le thème de mouvement et interaction. Et en fait, dans ce chapitre, je voudrais que l'on révise ensemble le principe d'inertie que vous aviez vu en seconde, et puis on retravaillera dans une seconde partie sur la seconde loi de Newton que l'on a déjà travaillé dans le chapitre 6. Voilà donc, et ce chapitre va nous permettre de mieux aborder les chapitres suivants sur l'énergie pour les systèmes mécaniques. Alors, donc tout d'abord, des considérations très générales sur les forces. Alors, quand on étudie un système, un objet, il faut bien identifier de quoi on parle, hein, quel est le système d'étude précisément. Il y a un système d'étude. Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est par exemple une partie de l'objet? Voyez? Est-ce que c'est par exemple un individu ou est-ce que c'est juste un objet qu'il tient, etc. Bon, donc il faut clairement identifier le système d'étude. Et ensuite, du coup, on identifie également les systèmes extérieurs qui sont responsables des forces qui s'exercent sur le système d'étude. On doit faire un inventaire des forces. C'est ce qu'on appelle aussi le bilan des forces. Le bilan des forces, eh bien, c'est dire quelles sont les forces qui agissent effectivement sur le système d'étude. Et on peut faire un diagramme d'interaction, on verra après. Donner les caractéristiques des forces et représenter les forces, avec une échelle éventuellement. Donc on va voir ça dans un exemple simple, pour se rappeler un petit peu le vocabulaire. Hein. Tout ça, ça a pour but de vous rappeler simplement le vocabulaire, parce que toutes ces notions-là, vous les connaissez. Alors, on considère un objet de masse m égale 1 kg suspendu à un fil, accroché à un support, et immobile. Le voilà. Donc, le système d'étude. Alors, est-ce qu'il est bien défini dans l'énoncé? On considère un objet de masse m suspendu par un fil accroché à un support. Bon, c'est pas forcément très clair. On pourrait prendre par exemple le système boule plus fil. On pourrait prendre simplement le système fil. Vous voyez? Donc il y a différentes parties. On va s'intéresser à une seule partie et en fait, bon, on va prendre la boule. C'est la boule ici uniquement et non pas le fil. Le fil est donc un système extérieur au système d'étude qui est la boule. Alors, petit b, les forces qui s'exercent sur l'objet. Alors en fait, il y a le système extérieur, le fil, d'accord? Donc le fil va agir sur la boule, mais on sait très bien que cette boule est sur Terre et elle est attirée par la Terre, et donc il y a aussi son poids. Donc il y a deux forces qui agissent dessus, le poids et la tension du fil. Bon, toujours considérer que les objets sur Terre ont le poids, il ne faut pas oublier le poids. Et puis ici, il y a le fil. Alors, les systèmes extérieurs, on les a déjà identifiés, donc c'est la Terre pour le poids. Et puis pour le fil, la force du fil, elle résulte de sa tension. Pourquoi le fil est tendu? C'est parce qu'en fait, la Terre attire la boule, d'accord, évidemment, et donc le fil va empêcher la boule de tomber. Le fil est tendu, ce qui crée une force qu'on appelle d'ailleurs la tension du fil. On l'appelle T comme tension. Évidemment, on peut utiliser d'autres lettres, ce n'est pas obligatoire. Alors, pour se fixer les idées, il est bon de faire un premier schéma, toujours en mécanique, où on va représenter les forces. Alors, on va représenter le poids en premier. On le fait sans souci d'échelle au début. C'est vraiment juste une première représentation. Donc, le poids, on se rappelle que c'est une force que l'on représente à partir du centre de gravité, du centre du système d'étude. Parce qu'en fait, c'est une force répartie. En fait, c'est chaque partie de la boule qui est attirée vers le sol. On pourrait faire pour chaque petite partie un poids, mais on résume l'ensemble de ces forces par une seule, que l'on représente au centre. Et puis, il va y avoir la tension du fil. Et cette tension, le fil agit à quel niveau? Au point d'attache A. Donc, on va faire une force vers le haut. Mais intuitivement,
on le sait déjà, la tension ici va compenser le poids pour annuler en quelque sorte le poids. Donc ici j'ai fait un poids de 1,5 cm de long à peu près. Je vais donc ici faire 1,5. Voilà. Et donc ça c'est la tension. Donc ici je ne me suis pas intéressé à l'échelle, mais j'ai quand même respecté les longueurs. On dit que les forces se compensent, hein. Alors je continue un petit peu juste pour reprendre les différentes notions. Le diagramme des interactions. Alors le diagramme des interactions, c'est en fait simplement bien noter le système d'études et les systèmes extérieurs. Alors le système d'études, donc le système d'études, je vais mettre là, c'est donc la boule. Les systèmes extérieurs, c'est donc le fil avec le support plus fil. Je vais les entourer pour les distinguer. Et puis la terre. Et donc ces systèmes sont en interaction. La terre donc exerce une force qui est le poids sur la boule, et le système fil plus support exerce une force de tension T. Alors en fait, on appelle ça interaction. Vous savez, en particulier pour l'interaction gravitationnelle, la Terre attire la boule, mais la boule aussi attire la Terre. Et d'après la loi d'interaction gravitationnelle de Newton, on sait que la force avec laquelle la Terre attire la boule est égale à la force avec laquelle la boule attire la Terre. Lorsqu'on a une interaction, les deux forces sont égales, hein. La boule agit sur la Terre aussi avec une force égale mais opposée. Et c'est la même chose, en fait, la boule, ici, agit sur le fil en tirant vers le bas. On pourrait donc, si on s'intéressait au fil, représenter une force ici qui tire vers le bas, qui serait d'ailleurs égale au poids. Bon, je ne rentre pas plus dans ce détail-là. Ici, on va rester simplement avec le système d'études et pas trop rentrer dans le détail des interactions. Les caractéristiques des forces. On en a déjà parlé ici lorsque on les a représentées. Le point d'application du poids, c'est donc le centre G de la boule. C'est le centre de gravité, en fait. Pour la tension du fil, c'est le point A attache du fil, ou le croche du fil, comme on veut. Alors les directions, on va bien distinguer direction et sens. La direction, c'est verticale. La direction, en fait, c'est verticale ou horizontale, ou bien oblique. Peut-être on peut préciser si c'est oblique selon la direction d'une droite, une droite AB par exemple, etc. Le sens, par contre, on doit répondre à la question vers où. Alors vers où elles sont dirigées. Le point P, c'est vers le bas, vers le centre de la Terre si on préfère. Et puis, évidemment, pour la tension, c'est vers le haut. La valeur ou la norme du vecteur, on peut aussi parler d'intensité de la force. On pourrait rajouter ici intensité de la force. Alors, pour le poids, on sait que c'est P égale M fois G. Et ici, on peut la calculer, cette force, puisqu'on nous donne la masse. La masse est égale à 1 kg. Donc 1 kg multiplié par l'intensité de la pesanteur sur la Terre, c'est 9,81 newton par kilogramme.
Et donc, le poids est égal à 9,81 newton. Donc les forces, rappelez, sont en newton, évidemment. Comme on l'a dit, pour la tension du fil, elle est égale au poids. La valeur est égale au poids. Mais évidemment, les vecteurs sont opposés et on a P qui est égal à moins T. Les deux vecteurs sont opposés, on dit aussi qu'ils se compensent, mais ça on va le retravailler tout à l'heure un petit peu. Voilà, alors si on veut représenter les forces d'une manière plus précise, enfin avec une échelle. Alors, on doit se donner une échelle. On doit représenter une force de 9,81 newtons. Bon, si on prend 1 cm pour 1 newton, ça fait 9 cm, c'est un petit peu trop long. Donc il faut trouver une échelle appropriée. On peut prendre par exemple 1 cm pour 5 newtons. Voilà. On cherche par proportionnalité le nombre de centimètres pour 9,81 newtons. Donc on peut faire un produit en croix. Et puis on trouve donc que le poids doit avoir une longueur, je mets entre guillemets ici, de 1 fois 9,81 divisé par 5. 9,81 divisé par 5. Et ça fait à peu près 2. En arrondissant avec un chiffre significatif. Alors, on va représenter ces forces. Donc, c'est assez simple, hein, tout ça. Donc, le poids de 2 cm ici. Alors, quand on représente une force, on n'oublie pas de mettre son symbole. Et puis, vous avez, ici, je vais changer de couleur. Voilà, si on a des couleurs, c'est encore mieux. Alors, on représente la tension à partir du point d'attache, de son point d'application. Voilà. Alors, on peut représenter également, enfin, simplifier le schéma en considérant, si vous voulez, la boule comme étant un point. On va considérer que l'objet est ponctuel. Et à ce moment-là, on peut ramener toutes les forces avec la même origine, en G. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire la plupart du temps, mais il faut savoir faire un peu les deux, il faut avoir compris aussi les différents points d'application. Alors ici, donc on fait une modélisation. On modélise la boule par un point. Voilà, et puis donc on peut, à partir de ce point, représenter le poids toujours de la même façon. Donc, voilà. Bien, alors, on va aborder maintenant le principe d'inertie. C'est aussi la première loi de Newton. L'énoncé, dans un système galiléen, un système soumis à des forces qui se compensent est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Alors on va laisser de côté le système galiléen, en fait c'est énoncé, enfin, on va finalement en parler maintenant. Un système galiléen, c'est un système qui ne tourne pas sur lui-même ou qui ne subit pas d'accélération. C'est-à-dire qu'en fait, l'observateur qui regarde, qui étudie le système, c'est nous en fait, doit être immobile ou alors animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Concrètement, si on est sur Terre par exemple, c'est un peu problématique puisque la Terre tourne sur elle-même, vous voyez, donc a priori on n'est pas dans un système galiléen. Cependant, on peut considérer qu'elle tourne suffisamment lentement pour que
finalement, on ne ressent pas, enfin c'est le cas, on ne ressent pas la rotation de la Terre, et finalement, c'est comme si la Terre était immobile. Et donc, on a à ce moment-là le principe d'inertie qui se vérifie. Un système d'étude, donc soumis à des forces qui se compensent, est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Alors, vous voyez qu'ici, c'est le cas, les forces se compensent, P est égal à moins T, on l'a vu tout à l'heure, et donc elles se compensent et le système est immobile. Mais il est possible également qu'il soit finalement en mouvement rectiligne uniforme. Alors c'est ce qu'on va voir dans différents exemples après. On parle aussi de résultante des forces. La résultante des forces, c'est la somme des forces. Alors résultante des forces, ce qu'on appelle la résultante des forces, c'est en fait la somme des forces, la somme vectorielle des forces. Et la somme vectorielle des forces, ça se note avec le sigma. Voilà. Alors il y a des forces F1, F2, F3. Je mets FI ici. On fait une somme sur les indices. C'est-à-dire, c'est F1 plus F2 plus etc. F3, F4. Alors c'est une somme vectorielle. Ça veut dire que quand on fait une somme vectorielle en mathématiques, on doit mettre les vecteurs bout à bout. La résultante, c'est finalement lorsqu'on additionne les vecteurs en les mettant bout à bout. Alors ici, si je construis, ici je prends n'importe quel point, je pars d'ici, je mets le poids P, 2 cm, voilà le poids P, et au bout de P, je vais mettre la force T, donc je pars, vous voyez, forcément de l'extrémité de P, et je vais dans l'autre sens. Alors je décale un petit peu volontairement, en principe on n'est pas du tout décalé, hein, mais pour que ce soit plus visible, je décale légèrement, et on revient au point de départ. Là ici j'ai bien mis les deux vecteurs bout à bout, et je vois que la somme est nulle puisque je reviens au point de départ. Ici, donc on peut dire que la somme des forces est égale à P plus T, et c'est bien un vecteur nul. Dans ce cas, on a l'immobilité. Alors, on va prendre un autre exemple très simple d'un mouvement horizontal. Alors, on considère une voiture avec un mouvement rectiligne uniforme. L'automobiliste appuie sur la pédale d'accélération sans bouger le pied, de sorte qu'il existe une force de propulsion constante F. Donc, imaginons, on est sur l'autoroute et on a donc une vitesse de 100 km/h. Il faut quand même garder le pied sur l'accélérateur, mais on reste avec une vitesse constante. Alors, d'abord, que peut-on dire de la résultante des forces qui s'exercent sur la voiture? Eh bien, ici, on nous précise que le mouvement est bien rectiligne uniforme, et donc, d'après le principe d'inertie, la résultante des forces est nulle. Le mouvement est rectiligne uniforme, donc, d'après le principe d'inertie, la résultante des forces est nulle. Alors, représenter les forces qui s'exercent sur la voiture. Bon, il faut, avant de les représenter, on pourrait reprendre tout ce qu'on en a vu au départ. Il faut bien identifier le système d'études, le système extérieur et pouvoir représenter donc les forces. La voiture, c'est le système d'études, elle est clairement définie. Le système extérieur, les systèmes extérieurs, c'est le sol, le support, si on veut plutôt, la route, etc. Et puis la terre qui agit sur la voiture. Alors, il y a plusieurs choses.
à représenter. Tout d'abord, il y a toujours le poids. On peut commencer toujours par mettre le poids. Alors j'ai mis le centre, ici, G, le centre du véhicule. Je vais représenter un poids, par exemple, avec 2 cm de longueur. Peu importe, ici, ce qui nous intéresse, en fait, c'est surtout les intensités relatives. Alors, pour éviter que la voiture tombe, puisque là, elle est attirée vers le sol, c'est le sol qui retient la voiture, et donc il agit au niveau des roues. Il y a donc deux forces, en réalité, qui agissent au niveau des roues vers le haut, mais je vais en représenter une seule. Si vous voulez, on va considérer plutôt que qu'il y a un contact sur toute la surface de la voiture, comme s'il n'y avait pas de roue. Pour simplifier, je vais donc représenter une seule force et puis je la représente globalement au milieu. Alors, elle est donc au niveau quand même de la surface de contact de la voiture et du sol. C'est le sol qui agit quand même, donc c'est au niveau du point de contact, de la surface de contact du moins. Voilà, on va appeler R cette réaction. Et un peu comme tout à l'heure, bien, cette réaction s'oppose au poids et on sent intuitivement qu'il faut la faire de la même longueur. Si elle n'avait pas la même longueur, si elle était plus petite, eh bien, le poids remporterait, la voiture s'enfoncerait dans le sol, elle irait vers le bas. Et voilà. Alors, maintenant, il y a la force de propulsion. Alors, on peut considérer que c'est au niveau de la roue avant, qui, en tournant, pousse sur le sol et indirectement, on crée une force vers l'avant du véhicule. Alors, cette force, on va lui donner une longueur de 3 cm. Voilà, on marque bien le point origine. On va l'appeler grand F, cette force de propulsion. Mais on nous dit que cette voiture donc, a un mouvement rectiligne uniforme. Alors si on reste comme ça, la voiture, on voit bien que la somme des forces ici n'est pas nulle. Il faut absolument une autre force pour compenser la force F. Sinon, la voiture va accélérer constamment ici. Alors il y a donc des forces de frottement. Il y a des forces de frottement que je vais représenter. Alors en réalité, les forces de frottement, elles sont multiples. Il y a des forces de frottement au niveau des deux roues, enfin voire des quatre roues plutôt, et puis également avec l'air. Bon, donc où représenter cette force de frottement? C'est un peu délicat, on peut la représenter comme elle agit un peu à différents niveaux au centre. Alors elle doit compenser la force F, je l'ai fait de 3 cm de long, donc je vais faire une force F de 3 cm de long. Voilà. Et on peut la noter petit f pour force de frottement. Voilà, donc, alors on fait un petit résumé, un bilan des forces. Bilan des forces. Le bilan des forces, donc, le poids, P. Ensuite, la réaction du sol, R. La force de propulsion, F. Et la force de frottement, petit f. On pourrait dire les forces de frottement, bon, qui sont résumées en une seule force. On pourrait donner les caractéristiques, éventuellement faire un diagramme des interactions. Bon, je ne vais pas forcément les faire. Alors c'est la même chose que tout à l'heure, on peut aussi modéliser l'objet par un point, ou tout du moins représenter toutes les forces en partant du même point. C'est ce qui permet un petit peu de voir plus clair, parce que vous voyez que là, on a plusieurs points d'application, là ici, là en bas, là c'est G et aussi pour... Bon. Donc ça peut devenir un peu compliqué ici dans
la représentation. Ici, ce n'est pas très clair finalement. Alors, pour simplifier, on représente toutes les forces au même point. Donc, le poids P, voilà, il n'y a plus qu'à reprendre les forces. 2 cm. Je vais avoir la réaction, la force de propulsion, j'avais dit 3 cm. La réaction du sol, finalement, que je ramène également au centre, qui compense le poids. Et puis la force de frottement, qui va compenser la force de propulsion. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre que, je pense que c'est clair, que la somme des forces est égale à 0, puisque on voit bien que les forces se compensent 2 à 2. P est compensé par R, F est compensé par petit f. On a bien la somme des forces, c'est égal en fait à P plus R plus F plus petit f, qui va donner un vecteur nul. Alors, on a dit tout à l'heure que mathématiquement, on doit les mettre en fait bout à bout, mais on peut, si on veut, donc si vous voulez, on peut construire ici même sur le schéma. Si je pars du centre de l'objet, je mets d'abord F, ensuite je vais mettre par exemple P. Alors j'arrive ici, si je mets P. Ensuite, je vais mettre par exemple petit f, je pars dans l'autre sens, et j'arrive exactement là, puisque f a la même longueur que grand F. Voilà, on peut mettre petit f ici. Et puis ensuite, je vais mettre R ici, et vous voyez qu'on revient évidemment au point de départ. Bon. Mais on peut aussi faire une somme différemment. On peut, si vous voulez, partir, d'abord mettre F, ensuite mettre petit f. On voit bien que là, évidemment, on revient déjà au départ. Ensuite, je vais mettre P. Et puis, au bout de P, je mets donc R. Et on revient là aussi au point de départ. D'accord? Voilà, on peut représenter la somme des forces, mettre les vecteurs bout à bout dans l'ordre que l'on veut, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est donc, vous voyez qu'il y a des forces, la somme des forces est égale à 0, le mouvement est ici rectiligne uniforme. Alors, un autre exemple très classique, c'est le plan incliné. Alors, on considère une boîte qui glisse sur un plan incliné avec un mouvement uniforme et qui est de fait rectiligne ici, ce qui n'est pas précisé. Donc, le mouvement est rectiligne. Le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, la résultante des forces égale à 0. Je vais le mettre plus rapidement. La somme des forces est égale au vecteur nul. C'est une somme vectorielle. Attention, toujours le vecteur. Alors, représentons un petit peu les forces. Il y a toujours le poids, on va le mettre en premier. Donc, je vais lui donner, on va prendre 2 cm. Voilà le poids. Et puis, il va y avoir le support ici, qui va donc faire une réaction qui empêche un petit peu le mobile de tomber directement, nécessairement. Mais on sait plus que ça, on sait que la somme des forces est égale à 0. Alors, on va représenter, pour commencer, la réaction du support par une seule force. Si je représente l'ensemble de l'action du support sur le mobile par une force, je dois faire une force qui compense le poids, puisque la somme des forces est égale à 0. Cette action, elle se fait au niveau de la surface de contact. Je vais prendre plutôt un point au centre. Vous voyez ? Donc ça, c'est le point
d'application de la force et elle doit compenser le poids. J'ai pris 2 cm, je reporte. Et donc, vous voyez qu'on obtient une force comme cela. On va l'appeler F. Ici, on a bien donc les deux forces qui se compensent. Et là, ici, c'est l'action du support. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter les deux forces, mais en partant d'un même point, pour éviter donc ce décalage ici. On représente les deux forces à partir du même point. Le poids, à nouveau, et la force F que je représente là. Alors, en fait, ce point ici qui est en hauteur, j'aurais pu aussi en prendre un sur la ligne. Donc, comme j'ai pris ce point qui est un peu en hauteur, je vais refaire sa trajectoire ici pour que ce soit plus clair. Donc, on va retracer la trajectoire de ce point qui est parallèle à la pente, évidemment. Et en même temps, voilà, on a le sens du mouvement. C'est bien par là. C'est pas un vecteur ici, hein, c'est le sens du mouvement. Sens du mouvement. Alors, en fait, on va décomposer cette force en deux forces. Une force qu'on appelle la réaction du sol, perpendiculaire au sol, et une force de frottement du sol. Parce qu'en fait, là ici, le mobile va à une vitesse constante parce qu'il y a des forces de frottement. Mais si on veut les trouver, c'est simple. On va donc finalement faire un triangle rectangle. Alors, le cas sera peut-être un peu plus précis. Voilà. Je suis même parti là. Voilà. On va donc tracer ici un triangle rectangle. De telle sorte que je vois ici que F est en fait composé d'une force F, petit f, comme cela, et d'une force R ici. R et petit f. Cette force globale de l'action du sol, du support sur le mobile, en fait, peut être décomposée en une force ici, qui s'oppose au mouvement, qui est donc opposée au sens du mouvement, c'est la force de frottement, et une réaction du sol qui est simplement perpendiculaire au sol. Voilà, alors c'est à retenir en fait, en réalité, toujours on va considérer qu'il y a une réaction du sol perpendiculaire au sol et des forces de frottement. S'il n'y a pas de force de frottement, il n'y aurait qu'une force perpendiculaire, la réaction du sol perpendiculaire, qui existe toujours. Alors, on va représenter à nouveau les forces ici, uniquement ces trois forces que l'on considère qui vont agir sur la mobile. Donc le poids, on va les représenter à partir de G. Donc j'avais dit 2 cm. Une réaction perpendiculaire du sol. Alors, le problème, c'est que si on veut le représenter, hein, si on part de là, comment être juste? On est obligé. Vous voyez, je vais le faire un peu dans l'autre sens. Hein. Je vais donc d'abord représenter la force F, mais je vais la représenter en très léger. Donc, je vais faire une force F de 2 cm. Voilà, je sais qu'il doit y avoir une autre force comme celle-ci. Mais cette force, je vais la décomposer en la force de frottement et la force de réaction. Alors je vais remettre d'abord la pente ici. Alors, je retrace un triangle rectangle.
On va faire comme tout à l'heure. Il faut utiliser une équerre parce que vous voyez que c'est pas évident sinon. Voilà. Un angle droit. Et puis on voit à ce moment-là clairement les deux forces ici. Une force petit f de frottement et ici une réaction, la réaction perpendiculaire, mais je vais la représenter ici, au niveau du centre. Donc vous voyez que je suis obligé, si je veux bien faire les choses, de faire un rectangle, là ici, pour reporter cette force. Voilà. D'accord. Et cette force ici, elle est perpendiculaire à la direction de propagation. La force de frottement, par contre, s'oppose au mouvement. Voilà, donc il faudra retenir, de manière générale, toujours, qu'il y a deux composantes à la réaction du support, la réaction normale, R, on peut mettre un vecteur, et la force de frottement, on appelle souvent petit f. Voilà, alors on va voir encore un exemple, c'est une bille immobile, un exemple aussi très classique. Ce sont des exemples là qu'il faut quasiment connaître par cœur pour illustrer un petit peu ces forces. Donc, un peu de la même manière ici. On a une bille, c'est le système d'étude qu'on va considérer ponctuel, on va considérer le centre directement. Cette bille est donc attirée par un aimant, elle a son poids aussi qui l'attire vers la Terre, et le fil qui retient ici la bille, à la fois qui l'empêche d'aller vers l'aimant et qui l'empêche de tomber, tout simplement. Il faut représenter les forces qui s'exercent sur la bille, mais toujours en respectant les intensités relatives. Alors on va prendre ici, on va partir d'une tension. Une tension, je vais prendre 2 cm en partant du centre de la bille, puisque je vais tout représenter à partir du centre de la bille. Alors cette tension, ici, du fil, elle doit compenser une force horizontale. Je vais en tracer la ligne, la direction. Il y a une direction donc horizontale, vous voyez, qui s'impose, parce qu'il y a l'aimant. Voilà, donc il y a cette ligne horizontale qui est à prendre en compte. Et puis, elle doit compenser également le poids qui est vertical. Et donc, vous voyez, naturellement, je vais tracer une ligne verticale, puisque le poids est vertical. Mais, quelle longueur donner au poids et quelle longueur donner à la force de l'aimant? Eh bien, c'est simple. Comme les forces doivent se compenser, on doit là encore faire un triangle rectangle. Je vais donc ici faire le triangle rectangle avec une partie, un côté vertical et l'autre horizontal. Et on voit que la force T ici peut se décomposer en une force horizontale vers la gauche et une force verticale vers la droite. C'est comme si cette tension du fil, vous voyez, était en fait deux forces. Une force horizontale vers la gauche et une force verticale vers le haut. Cette force horizontale vers la gauche vient compenser l'attraction de l'aimant et cette force verticale vient compenser le poids. Et donc nécessairement, cette force donc, qui compense l'aimant, eh bien, elle a la même longueur que la force avec laquelle l'aimant attire la bille. Je n'ai plus qu'à mesurer, mais là il faut faire une mesure d'après la construction. Alors ici j'ai à peu près 1,6 cm. 1,6 cm. On a donc cette force F de l'aimant qui est comme celle-là. Et puis, verticalement,
d'après la construction, c'est pas très précis, il faut le reconnaître, c'est 1,3. Donc je représente 1,3 cm ici. Voilà, donc là on a bien réalisé trois forces dont la somme est égale à 0. On a bien la somme des forces qui est égale à T plus F plus P qui est égal au vecteur nul. On peut, si on veut, vous voyez, si je partais de F, je mets F, puis après, au bout de F, je vais mettre P. Je vais arriver, vous voyez, ça forme un rectangle ici. Eh bien, la somme de ces deux forces est égale à moins T. Ou si vous voulez, je recommence. Ici, je pars d'un point, je mets F. Au bout de F, je vais mettre P. Bon, il faudrait le faire proprement avec les mesures. Et finalement, la force T se retrouve là. On revient au point de départ. La somme des forces est égale à 0. La résultante est nulle. Voilà, bon. C'était une révision, en fait, de ces forces-là. On va maintenant aborder la seconde loi de Newton dans la seconde vidéo.